Situé au seuil d'un corridor stable traversant la Cicatrix Maledictum, le secteur Venexian est devenu une position stratégique cruciale depuis que les brumes de la Noctis Aeterna se sont dissipées. Cette zone de l'Ultima Segmentum a déjà connu bien des guerres. Mais l'Administratum se réfère pourtant à la dernière d'entre elles sous le nom de Première Guerre Vénexiane, car elle fut la plus terrible de toutes et la seule à avoir touché chaque planète du secteur. Aux prémices de cette guerre, le secteur Venexian ne devait pourtant servir que de point d'ancrage à une immense armada impériale, avant que ses navires ne s'élancent à la reconquête de l'Imperium Nihilus. Mais à mesure que des flottes de guerre convergeaient vers ces planètes pour se rallier à la croisade Fulminata, elles se heurtaient à l'adversité d'innombrables conquérants qui se jetaient sur le secteur Venexian. Et ça n'est qu'à grand prix que les forces de la croisade Fulminata parvinrent finalement à repousser les envahisseurs. L'objectif initial et le nom même de la croisade Fulminata ont été effacés des archives impériales. Car cette glorieuse armada qui devait s'élancer à la reconquête des mondes perdus depuis l'apparition de la Grande Faille s'est finalement enlisée dans une guerre de position pour ne sauver que les planètes du secteur Venexian. L'épopée annoncée n'a pas eu lieu. Mais si l'élan initial de la croisade Fulminata s'est dissipé, certaines des forces vives de cet immense hoste de guerre subsistent bel et bien. Nombre des corps d'armée qui la composaient sont restés en garnison dans le secteur, ralliés sous une nouvelle bannière, unis par un nouveau serment. Ensemble, ces armées originaires de toute la galaxie forment désormais la force Aguerris, et elles se dressent tel un rempart face au flux continu de Xénos et autres hérétiques qui déferlent depuis l'Imperium Nihilus. Mais alors que la poussière n'est pas encore retombée sur la surface des planètes ravagées par la Première Guerre Vénexiane, les autorités du secteur redoutent déjà un nouvel embrasement. Le monde cardinal du secteur Venexian a été en grande partie dévasté au cours de la dernière guerre. Mais nombre de ses splendeurs architecturales demeurent intactes et son autorité prévaut toujours à l'échelle de tout le secteur. Protégés des invasions extérieures par l'égide de la force Aguerris, les cardinaux tarcusiens n'avaient à se préoccuper que des menaces internes du secteur. Nul ne les inquiétait autant que la résurgence d'une rivalité millénaire entre Santarcus et Uriantina. Car ce n'est qu'à grand prix que ce qui est aujourd'hui la planète capitale du secteur parvint à s'imposer sur sa rivale Uriantina. Or jamais l'appétit prédateur de l'aristocratie uriantine ne s'est totalement éteint, et la vulnérabilité présente de Santarcus risquait de l'éveiller. Si le cardinal astral Lazario fit peser tous ses soupçons sur les maisons nobles du monde ruge voisin, la menace ne vint finalement pas des sommets des ruges orientines, mais de leur fondation. Bien que la surface de cette planète soit devenue inhabitable depuis longtemps, Uriantina est et demeure de très loin la planète la plus peuplée du secteur. La Première Guerre Vénexiane n'aura finalement prélevé qu'un bien faible tribut parmi les milliards et les milliards d'âmes protégées par les épais murs de ferro-béton des ruges uriantines. Mais c'est de l'enceinte même de ces ruges que surgit un nouveau péril. D'abord, les émeutes de la faim, puis les rébellions. Autant d'événements mineurs qui ont toujours rythmé la vie des ruchiers depuis les temps immémoriaux où leurs cités furent construites. Mais vinrent ensuite les sabotages, les embuscades, les bûchers des vanités, et enfin les insurrections à grande échelle. L'ampleur et la fréquence de ces actes séditieux allaient grandissantes dans de très nombreuses ruches, et bientôt, une première cité fut tout entière rongée de l'intérieur par les insurgés.
Mais le véritable point de non-retour fut atteint lorsqu'une compagnie de gardes impériaux appartenant à la force Aguerris reçut l'ordre de purger la ruche Secundus, et que les soldats se joignirent finalement aux insurgés. Il devint alors évident que cette gangrène spirituelle menaçait de s'étendre par-delà l'enceinte des ruches. Les rebelles semblent se nommer eux-mêmes les Zélotes, et ils ne reconnaissent qu'un seul chef, auquel ils se réfèrent comme le Messager. Cependant, les contours de leur doctrine sont difficiles à cerner. S'ils reconnaissent bien l'empereur comme sauveur de l'humanité, ils prient également une entité supérieure. Et bien que leur seule foi en l'empereur suffise déjà à éclipser celle de certains prêtres du Ministorum, ils saccagent pourtant des chapelles, brûlent des écrits sacrés, brisent des reliques et persécutent le clergé uriantin. Une foule d'interrogateurs déployés par différents inquisiteurs n'aura pas suffi à remonter jusqu'à la source de cette foi nouvelle, car leurs pistes se croisent et s'entrecroisent pour ne finalement déboucher que sur des impasses. Chaque cellule locale, les Zélotes, est sous la férule de quelques prêcheurs charismatiques qui se disent apôtres du Messager. Les rangs de leurs fidèles grandissent sans cesse, renforcés par un afflux constant de ruchiers fraîchement convertis. Pour rallier de nouveaux adeptes, les apôtres de ce culte emploient une rhétorique convaincante. Mais peut-être plus convaincants encore sont les miracles qu'ils prétendent pouvoir accomplir au nom de l'empereur. Bien qu'ils s'expriment avec des millions de voix discordantes, une seule revendication semble commune à tous les insurgés. Ils réclament une ordalie, un jugement par le feu, afin qu'il appartienne à l'empereur de départager leur messager du cardinal astral Lazario. Bien que les Zélotes fassent usage de tous les moyens à leur disposition pour propager leur credo sur les autres planètes du secteur, y compris d'incessantes communications astropathiques, cette outrecuidante demande d'ordalie n'est pas encore parvenue jusqu'aux oreilles des cardinaux tarcusiens. Mais il ne fait aucun doute qu'une telle requête ne recevrait pour toute réponse qu'une violente répression, menaçant de faire sombrer le secteur dans la guerre civile. En tant que monde forge, Rutilia est une planète cruciale pour l'autonomie du secteur. Or, elle fut en grande partie ravagée au cours de la première guerre vénétienne. La chute de production de ces manufactorums menace l'approvisionnement en biens technologiques de toutes les planètes environnantes. Mais peut-être plus inquiétants encore sont les phénomènes étranges survenus à l'échelle planétaire depuis la fin de la guerre. Des marbrures vertes stritent à présent le ciel rougeoyant de Rutilia, sans que les magos ne fournissent d'explications à ce sujet. L'autorité cardinale de Santarcus soupçonne que la vérité en cette matière fasse partie des secrets les mieux gardés du clergé des technoprêtres rutiliens, et cette intuition se précise chaque jour davantage. Depuis la fin de la première guerre vénétienne, les cryptes souterraines de Rutilia sont en effet le théâtre d'une guerre des ombres opposant les légions Skitarii aux nécrons de la dynastie Sotek. Attirés par ces étranges volutes vertes et profitant des percées accomplies par les envahisseurs lors du pillage de Rutilia, de petits contingents menés par des cryptèques tentent de pénétrer plus avant dans les spires abyssales des temples souterrains dédiés aux dieux machines. Une antichambre après l'autre, les cryptèques se rapprochent de leur objectif, les gisements de Noctilite situés au cœur de la planète. Mais la pugnacité des Skitarii contraint les nécrons à requérir de plus en plus de renforts, si bien que cette guerre souterraine rejaillit à présent à la surface de Rutilia, et avec elle le secret des technoprêtres. Les propriétés surnaturelles de cette roche mystérieuse permettent de neutraliser, ou au contraire, de décupler l'emprise du warp sur l'univers matériel suivant l'usage qui en est fait. La présence de Noctilite ne manquera pas de susciter la convoitise d'autres belligérants. Mais cette révélation sera peut-être salvatrice, car les Skitarii de Rutilia ne peuvent espérer l'emporter seuls face à la pleine puissance de la dynastie Sotek.
Bien qu'il s'agisse de la plus grosse planète habitable du secteur, Caelonia est paradoxalement la moins peuplée. Les gigantesques complexes d'aquaculture répartis au large de ces océans produisent les algues et crustacés nourrissant l'essentiel du secteur vénétien, mais ne requièrent finalement que peu de main-d'œuvre humaine, tandis que les terres de cet agrimonde demeurent à l'état sauvage. Ces paysages primordiaux ne sont arpentés que par des bêtes sauvages et des chevaliers impériaux. Seules les joutes ritualisées que se livrent ces chevaliers viennent parfois troubler l'ordre naturel qui règne sur Caelonia. Pourtant, la relative quiétude de Caelonia, que même la première guerre vénétienne n'aura pas suffi à ébranler, est plus que jamais menacée. La proximité de cette planète avec le détroit de stabilité qui traverse la faille en font la cible la plus exposée aux milliers de conquérants qui lorgnent le secteur vénétien depuis l'Imperium Nihilus. Et si les chevaliers appartenant aux deux maisons de Caelonia, ainsi que les très nombreux comtes et barons défendent farouchement leur domaine, seuls les vaisseaux de la Force Aguerris peuvent défendre ce monde depuis l'espace. Pendant que les tractations propres au secteur vénétien dispersent l'attention des autorités locales, tous les amiraux de la Force Aguerris ne conservent qu'un seul objectif: repousser sans cesse les vaisseaux de guerre ennemis qui émergent depuis l'Imperium Nihilus. Jusqu'à présent, cette stratégie défensive s'est avérée étonnamment probante, peut-être même plus que la croisade Fulminata n'aurait jamais pu l'être. Le goulot d'étranglement naturellement formé par le détroit de stabilité dans la faille conduit tous les vaisseaux ennemis qui s'y engagent à un naufrage certain. Car dès qu'ils atteignent l'autre rive de la galaxie, ils se retrouvent isolés face à une immense armada impériale. Mais récemment, les Nécrons de la dynastie Sotek semblent avoir engagé des ressources sans commune mesure pour forcer ce barrage. Au moyen d'une technologie ésotérique embarquée à bord de vaisseaux d'un genre nouveau, ils sont parvenus à élargir le passage dans la faille en repoussant les frontières du matérium. Cet accomplissement prodigieux a brutalement démultiplié l'étendue de la ligne de front sur laquelle doivent se battre les vaisseaux impériaux. Et déjà, les premières brèches commencent à apparaître dans le rempart formé par la Force Aguerris. Comme s'ils étaient tous mus dans une même direction par des intérêts divergents, des dizaines de vaisseaux chaotiques ou Xénos s'engagent déjà dans le sillon retracé par les Nécrons. En ouvrant la voie à tous ces pillards, la dynastie Sotek entend plonger le secteur dans une guerre totale, et profiter de la confusion pour s'emparer de la Noctilite dont regorge Rutilia. Mais ce faisant, les Nécrons s'engagent dans une course contre la montre avec les serviteurs de la ruine, car la Noctilite n'alimente pas seulement les folles ambitions des Cryptech. Les propriétés surnaturelles de cette roche pourraient engloutir le secteur tout entier sous les flots de l'Immaterium, ou au contraire, l'étouffer sous le poids d'une réalité écrasante, empêchant tout voyage warp ou communication astropathique. Seul l'équilibre délicat maintenu par les technoprêtres permet d'éviter que la Noctilite n'entraîne la damnation ou l'isolement du secteur vénétien. Parallèlement, de nombreux envahisseurs s'apprêtent à fondre sur les planètes du secteur dans le seul but d'y épancher leur soif de sang ou de pouvoir, et ce alors même que la menace d'une guerre de religion gronde depuis les ruches orientines. Invasion, sédition, corruption, sorcellerie technologique. Toutes les plaies qui se sont abattues sur l'Imperium depuis l'apparition de la Grande Faille reviennent hanter le secteur vénétien comme autant d'échos des tourments passés. Les armées locales ainsi que celles de la Force Aguerris devront triompher de tous ces périls à la fois pour sauver ces planètes, ou sombrer avec elles dans les limbes de l'oubli.